Roy et Céline, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup Thérèse. Voilà, je Roy et moi avons préparé, un petit résumé, des sessions, donc c'est toujours un exercice, difficile dans la mesure où les échanges ont été, vraiment, très nourris tout au long, de cette semaine. Voici quelques éléments clés, qu'on voulait échanger, avec vous. Hem, donc peut-être d'abord une des notions clés, qui est apparue, au fil, des débats, hein, c'est la question du territoire, du lien entre territoire et santé, de plus en plus présent dans les discours et surtout aussi dans les projets politiques. On a entendu, les ministres, Beck et Maron, en tout début de semaine, expliquer, comment, ils misaient, sur cette notion de territoire aussi pour construire, l'avenir aussi de la santé, primaire. Alors territoire ne veut évidemment, pas forcément dire frontière, puisque, le territoire, on l'a vu, peut servir pour penser, la collaboration entre métiers, entre structures et je viens d'entendre, à l'instant justement dans le sondage réalisé, que, cette collaboration, entre métiers, entre structures est un des éléments, qui vous paraît essentiel, hein, dans l'avenir de la première ligne. Hem Parfois même entre secteurs, hein, plusieurs interventions aussi ont lieu pour souligner l'importance, de pouvoir, penser ces collaborations, entre, secteurs, bien sûr de la santé, mais aussi secteur de l'accompagnement social, secteur aussi culturel, hein, ça a été mentionné, notamment dans l'intervention, de Delphine Kerkhove hier soir. Alors le territoire, ça peut être une façon, de construire de façon transversale, de façon horizontale, de dépasser par exemple le fonctionnement en silo, dont Jean-Mac parlait hier, par pathologie qui marque encore, hein, les soins intégrés, hein, de construire, des systèmes davantage, horizontaux, davantage transversaux. Heu, il s'agit aussi d'essayer de dépasser les tensions qui peuvent parfois exister entre, des, soins, organisés avant tout au niveau individuel, et de pouvoir mieux intégrer les niveaux individuels, méso et macro, de, la santé. L'approche populationnelle et communautaire sur un territoire a notamment été, à nouveau mise en évidence alors par Delphine Kirchhoff, qui disait à quel point, les, associations qu'elle avait eu l'occasion de sonder, sont demandeuses de pouvoir passer du «je» au «nous», de pouvoir travailler aussi avec les citoyens en collectif, hein. Donc, davantage travailler ensemble, davantage travailler avec les groupes de citoyens et notamment, pour pouvoir mieux intégrer, les populations vulnérables. Ça fait partie, des pistes, et des priorités qui ont été, évoquées au cours de cette semaine. L'un des mots-clés, a été certainement la collaboration, interprofessionnelle, la collaboration interprofessionnelle et interstructure. On peut dire que la crise a servi parfois, de révélateur, parfois aussi d'accélérateur, aux conditions de la collaboration en première ligne. Parfois aussi, elle a entravé, ces formes de collaboration, hein, et du coup, c'est l'occasion d'attirer notre attention, hein, sur ce qui pourrait être fait, afin d'instaurer une meilleure résilience de cette première ligne. Plusieurs intervenants comme Fabien Defrenne, ont présenté, des ruptures, ont mis en évidence des ruptures de collaboration, par exemple, entre première et deuxième ligne à certains moments clés, de la crise, hein, notamment avec ce qui s'est passé pour les maisons de repos, le fonctionnement des maisons de repos. Léa Dibiadji, a montré, également, comment la crise, comment l'accompagnement des publics vulnérables en situation de crise s'était établi, avec des collaborations très intéressantes, mais surtout des collaborations qui s'établissaient finalement en dehors des structures classiques, de la santé primaire, donc avec des questionnements qui ont surgi dans les débats autour de la manière du coup dont, les systèmes pouvaient, faire, occasion d'apprentissage et de meilleure intégration de ces publics vulnérables, au quotidien.
S'appuyer sur les territoires pour renforcer les collaborations, c'est certainement une des pistes importantes au bénéfice des citoyens. Une autre également est de développer des outils. Plusieurs interventions ont abordé cette question, avec notamment Mohamed Surimsi, qui a présenté un toolkit pour favoriser cette collaboration, et Quentin van der Hofstadt, qui a montré la manière dont la digitalisation avait été l'une des voies privilégiées pour conserver ou pour même développer davantage cette collaboration en situation de crise. Il a montré aussi voilà, les limites aussi que posait cette digitalisation, à quoi fallait-il être attentif si on voulait en faire un véritable outil de collaboration dans le futur. Alors cette collaboration repose aussi sur un cadre réglementaire et des financements qui facilitent, qui donnent un sentiment de sécurité aux acteurs impliqués et qui facilitent aussi la non-concurrence entre prestataires. Hein, et c'était l'objet de la présentation notamment d'Hubert Jamard hier soir. Un autre outil important pour penser l'avenir de la première ligne, c'est sans aucun doute la formation, l'enseignement. Alors, en termes de modalités d'enseignement, la session consacrée à ce sujet, hein, qui a été développée par Jennifer Foucault, Rémi Averals et Sam Fleiss, a mis en évidence le fait qu'il y avait quand même eu beaucoup d'évolutions sur les modalités de ces formations, avec davantage de places données au numérique ou à l'hybride, une place croissante dans les formations accordées aux soft skills, notamment aussi à travers la mobilisation d'outils de simulation et des pédagogies de plus en plus actives. Cependant, ces intervenants ont également relevé le fait que des concepts comme communication, collaboration, approche centrée sur le patient sont encore insuffisamment évoqués dans le contexte de ces formations. Hein. On reste encore sur, sans doute, sur un modèle de professionnel individuel et pas assez sur cette question de la collaboration au bénéfice du patient et avec le patient, bien entendu. Hein, pas seulement le patient comme objet, mais aussi comme sujet de ses soins. C'est également un élément qu'on retrouve dans la thématique consacrée aux soins de longue durée, hein, pour faire face aux maladies chroniques. L'importance de donner davantage de place dans la formation des professionnels, aux patients et à l'autogestion des soins. Lotte Timmermans a ainsi souligné les autosoins améliorent le pronostic vital, mais ne sont pas intégrés ni dans la formation, ni pas assez intégrés non plus dans le système de soins. Or, pour elle, il s'agit d'un véritable processus d'apprentissage qu'il faut donc inscrire dans les enseignements également. Lucia Alvarez a montré que cette personnalisation des soins est également importante pour la gestion des plaies chroniques. Se mettre à l'écoute du patient, c'est un élément que le professeur Van der Velde a aussi travaillé dans son étude sur les patients et les aidants proches. Et les préoccupations qu'il a pu mettre en évidence, c'est avant tout le besoin des patients, se mettre à l'écoute des patients, c'est les aider à préserver leur autonomie et leur implication dans la prise de décision, leur permettre des activités qui ont du sens pour eux, hein, et ils sont également en demande de davantage de coordination, on y revient, du travail des professionnels. Se mettre à l'écoute des patients, c'est aussi entendre que à côté des maladies, il y a aussi les douleurs chroniques qui peuvent en résulter. Jessica Mélier a ainsi insisté sur le fait que pendant la crise, une des plaintes principales des patients, c'était justement le sentiment que la question de la douleur n'était pas audible, pas suffisamment en tout cas de la part des
professionnels, hein, et que des ruptures de parcours entre professionnels résultaient, hein, de ce manque de dialogue autour de ces aspects-là. Donc voilà des chantiers certainement qui seraient à travailler pour la suite. Et je clôture simplement avec cette question-ci, du coup, quel est le positionnement, quelle est la place de la recherche dans ce dispositif? Certainement pas de travailler comme on le voit sur la photo qui est ici. On l'a bien entendu dans la présentation de Julie McInnes. En santé, on travaille avec de l'humain, on travaille avec des acteurs qui sont eux-mêmes impliqués dans les sujets, hein, que ce soit les patients ou les professionnels sont avec nous impliqués dans la réflexion. Et donc certainement, si je peux permettre de terminer par là, hein, c'est vrai qu'un des véritables enjeux et de cette semaine et puis de ce qu'il en découlera, c'est de poursuivre ce dialogue à la fois, et c'est une belle occasion entre les communautés, hein, entre flamands et francophones, mais aussi alors entre professionnels, chercheurs, hem et et citoyens, patients. Une dernière pièce à l'édifice, ce sont évidemment aussi les élus, hein, les politiques, qui sont ceux qui peuvent aussi concrétiser certaines propositions, qui peuvent concrétiser certains des enjeux qui ont été mis en évidence dans le cadre de ce colloque. Et donc je cède tout de suite la parole à Roy pour qu'il puisse clôturer la séance et surtout nous présenter un invité qui va peut-être pouvoir réagir sur ces différents éléments. Dank u, Céline, voor deze prachtige en korte uiteenzetting. Beste vrienden, beste collega's, we hebben in deze 3 dagen van ons kort, maar zeer efficiënt colloquium eigenlijk heel veel geleerd over hoe het nou eigenlijk zit met onze beide leerstoelen. Nu, onze beide leerstoelen, de Waalse, het Franssprekende leerstoel en de Nederlandstalige leerstoel, worden ons ter beschikking gesteld van het Fonds Daniel de Koning. En het is dankzij dit fonds, we zijn daar heel dankbaar voor, dat we nu eigenlijk een prachtig eerste lijns netwerk kunnen neerzetten. Ik wil dan ook heel hartelijk Tine en Benedict bedanken om ons daar zo mooi doorheen te loodsen. Zonder jullie steun hadden we eigenlijk niet hier gestaan met dit prachtige netwerk en waar we zoveel kunnen leren van elkaar. Graag bedank ik ook Emilie en Therese, maar ook Anouk en Michael en Sandra en ook de vertalers voor het prachtige werk dat zij hebben geleverd om ons dit eigenlijk aan te bieden. Het was een fantastische week. We hebben heel veel gezien. Wat ik door de lijnen ook gezien heb, is dat COVID ons zo ontzettend op ons qui-vive brengt. En eigenlijk heeft laten zien dat onze eerste lijn zo ongelooflijk plastisch is. We hebben nood aan nieuwe dingen, dat heb ik ook veel gehoord. We hebben nieuwe initiatieven nodig. Er is nood aan ruimte voor experimenteren, dat heb ik ook gehoord. Het is dan ook heel fijn dat we nu een minister hebben die daar eigenlijk ook wel voor geporteerd is. Onze minister, ik ken hem toen we samen de wachtpost in Borgerhout openden in 2003. Toen was minister Van den Broeke ook al minister. Toen is er eigenlijk veel in gang gezet, waarvoor nog steeds veel dank. En we verwachten eigenlijk ook nog wel steeds nog wat nieuwe input. We hebben nu veel nodig, veel nieuwe initiatieven, nieuwe visie en ook nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn. Minister Van den Broeke, ik zou het heel fijn vinden als u nu het woord neemt en ons eens kort vertelt hoe dat jullie nu federaal het landschap zien evolueren en welke stappen dat jullie willen zetten om onze eerste lijn verder te versterken. Aan u het woord, meneer de minister.